Bienvenue à l'émission Rayonnement culturel. Je serai en communication avec M. Stéphane Laforêt, directeur artistique de la Symphonia de Lanaudière. J'ai fait 40 concerts avec l'Orchestre symphonique de Montréal, avec lequel j'ai été l'assistant-chef. Quand M. Nagano est arrivé, j'étais assistant-chef pendant 2 ans à l'OSM. J'ai été assistant-chef et chef résident pendant 5 ans à l'Orchestre de Québec. J'ai fait 150 concerts avec l'Orchestre symphonique de Québec, une 35 avec le Centre national des arts d'Ottawa, une 15aine avec l'Orchestre métropolitain, 650 avec la Symphonia, 240 avec l'Orchestre de Sherbrooke, avec lequel j'ai été directeur artistique jusqu'à tout récemment. Il n'y a pas vraiment de temps mort, sauf que la COVID a peut-être un petit peu arrêté. Oui, c'est ça. Mais là, ça recommence. Oui, ça recommence. Mais au fil des ans, j'ai fait beaucoup de choses, mais la chose qui m'a le plus fait plaisir dans la vie ou pour laquelle je suis le plus fier, c'est d'avoir bâti un orchestre symphonique, d'avoir mis sur pied un orchestre qui, après 28 ans, fonctionne encore très, 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 très bien. Aucun déficit financier. Déjà là, ça, c'est un peu hors de l'ordinaire. Et d'avoir joué autant, 650 concerts. Sherbrooke, en 25 ans, on a fait 225 concerts. Sherbrooke, c'est une grande région. Ils ont fait 225 concerts. Ici, je n'ai fait 650. Donc, il y a quelque chose, là, tu sais, qui est quand même pour lequel je suis extrêmement fier. Je fais travailler beaucoup de mes collègues, beaucoup de mes musiciens. Je travaille beaucoup à cause de la Symphonia. Beaucoup de nos musiciens qui commencent avec la Symphonia se font connaître vite, puis sont demandés dans d'autres orchestres rapidement. Beaucoup de solistes commencent avec la Symphonia, puis après ça, sont demandés pour jouer ailleurs. Donc, c'est sûr que les gens qui reconnaissent ce que j'ai fait pour la Symphonia, ben, vont peut-être avoir tendance à vouloir me remercier en me donnant une petite médaille ou quelque chose comme ça, mais on ne court pas après ça. Mais la Symphonie, c'est une grande famille. En principe, tous les musiciennes, ça devient quasiment des amis. Oui, c'est un petit monde, la musique, parce que au Québec, ceux qui jouent dans l'orchestre de Sherbrooke, moi, j'avais beaucoup de mes collègues ici dans l'orchestre de Symphonia que j'amenais à Sherbrooke jouer dans l'orchestre là-bas. J'étais le chef là-bas, donc je m'arrangeais pour que ma gang vienne à Sherbrooke pour qu'ils jouent le plus souvent possible. Les gens qui jouent à Laval jouent aussi beaucoup à Trois-Rivières, puis à l'orchestre des Ballets, puis à l'orchestre métropolitain. L'orchestre de Québec joue beaucoup à l'orchestre de Chicoutimi. Donc, le monde se connaît, puis on a tous, pour la plupart, étudié soit au conservatoire, soit à l'Université de Montréal ou à l'Université McGill. Donc, on se connaît depuis longtemps dans le milieu. J'aimerais savoir, vos musiciens dans l'orchestre, est-ce que ça vient tous de la région ou... Non, mais il y en a beaucoup qui viennent de Lanaudière, mais quand on forme un orchestre professionnel comme ça dans une région, c'est un peu comme un club de hockey junior. Le Phoenix de Sherbrooke, ceux qui jouent dans cette équipe-là, c'est pas juste des gens de Sherbrooke. C'est les meilleurs joueurs de toute la province qui ont été sélectionnés par Sherbrooke. Il y en a sûrement 1 ou 2 ou 3, je sais pas, mais la majeure partie vient de l'extérieur. Donc, les orchestres, c'est la même chose. On souhaite que beaucoup de musiciens professionnels de Lanaudière soient dans l'orchestre, parce que quand on forme un orchestre dans Lanaudière, c'est pas juste pour le public, c'est pour nos musiciens aussi. Mais nos musiciens professionnels ont beaucoup d'ouvrages maintenant. Depuis que la COVID est passée, on dirait que ça reprend. Les musiciens sont en demande beaucoup partout. Donc, ils sont obligés souvent de manquer un concert ou de se faire remplacer. Et pour gagner sa vie comme musicien d'orchestre, c'est pas évident. Les musiciens doivent jouer dans 2 ou 3 ou 4 orchestres en même temps. Et pour pas perdre leur place, leur permanence, comme on appelle dans chaque orchestre, il faut qu'ils fassent 60%, 50% des événements. Donc, dépendamment des orchestres, les conventions collectives, c'est différent d'un orchestre à l'autre, mais je dirais 60%. Donc, quand un musicien a 2 concerts en même temps, il doit choisir le concert qui va peut-être lui assurer de rester membre d'un orchestre. Et puis, une fois que ça s'est fait, il va aller où ça lui plaît, où c'est plus payant. Donc, on doit jouer avec il y a un roulement maintenant dans tous les orchestres. Sur 50 réguliers à Sherbrooke, quand j'en avais une vingtaine, j'étais bien content. La Symphonia, on a 18 réguliers. Donc, il peut y en avoir une dizaine qui sont toujours là.
Mais les autres, ils partent puis ils reviennent. Puis c'est pas toujours les 10 mêmes. Donc, on a pour les remplacer ce qu'on appelle les surnuméraires. Donc, on a une liste de musiciens qui nous proviennent de Montréal ou de Québec ou de Trois-Rivières ou d'ailleurs. Et puis, on appelle les musiciens quand on sait que, bon, il nous manque 5 musiciens. Bon, ben là, celle qui s'occupe le contracteur, celui qui s'occupe de trouver les musiciens. Dans ce cas-ci, c'est Hélène Marcel, mon épouse. Donc, elle joue le rôle de violon solo, mais aussi de contracteur. C'est elle qui cherche les musiciens. Et puis, on a une liste qui est gérée par notre syndicat. Donc, on produit une liste à notre syndicat qui s'appelle la Guilde des musiciens. Et puis, on pige dans cette liste-là pour les remplacer. Est-ce qu'il y a quand vous pratiquez, il y a des pratiques? Ben oui. Est-ce qu'il y en a toutes les semaines? Non. Non? Non, ça, c'est une bonne question. Avec un orchestre professionnel, les musiciens, ce sont des professionnels. Donc, ils vont lire la musique comme nous, on lit la presse. Ils savent très bien lire la musique. Donc, on va répéter, dépendamment du programme, parce que quand c'est de la musique symphonique, c'est plus dur. Donc, il peut y avoir 3 à 5 répétitions. Donc, les répétitions sont collées. Mettons, on fait jeudi matin, jeudi après-midi, vendredi matin, vendredi après-midi. Et la générale, le dimanche matin, concert dimanche après-midi. Donc, ça, c'est quand il y a 5 répétitions. S'il y en a 3, bien, on commence jeudi, vendredi matin, etc. Quand c'est des concerts populaires, à l'occasion, il peut y avoir que 2 répétitions. Donc, on en fait une le vendredi, puis une, la générale, le dimanche matin, concert dimanche après-midi. Ça peut arriver qu'il y a une répétition. Là, on l'a fait le plus collé possible sur le concert. Puis ça peut arriver qu'il n'y a pas de répétition, qu'il y a juste un test de son, parce que le concert a été fait ailleurs la semaine d'avant ou 2 semaines avant. Donc, on fait un test de son d'1 heure pour placer les micros, et puis le concert tout de suite après. Est-ce que ça stress vis-à-vis vous avant de commencer? Toujours. Comme tous les artistes avant de chanter? Toujours. Oui. Toujours. Est-ce que vous avez une forme de chanson ou quelque chose que vous faites un geste avant? Non? Non, ben, une petite prière peut-être avant chaque concert parce que je veux bien faire puis j'ai besoin d'aide. Le chef d'orchestre, il est entre le public et les musiciens. Je suis en sandwich entre les deux côtés. Et moi, je dois inspirer les musiciens pour qu'ils jouent de la meilleure façon possible. Puis il faut que ça fonctionne pour que le public aime ça. Donc, puis je fais pas de bruit, moi. Un chef d'orchestre, ça fait pas de bruit. Donc, c'est très difficile d'influencer les musiciens. Le batteur, lui, qui va aller dans un tempo, bien, tout le monde va le suivre parce que toc, toc, toc. Donc, quand tu joues, puis tu as toc, toc, toc dans l'oreille, tu n'as pas le choix, tu suis le toc, toc, toc. Mais le chef qui ne fait pas de bruit doit capter l'attention des gens, des musiciens, et ça devient difficile des fois. Une baguette magique. Ben, magique, je dirais peut-être pas, mais il se passe une petite magie des fois. Il y a des moments où on se dit, oh boy, là, tout le monde était sur la même page, et on voit que le public, on entend le public qui retient son souffle. On arrive à un moment donné, là, puis on entend voler une mouche, puis ça bouge pas, là, on n'entend personne bouger, là. Dans une salle où il y a peut-être 1000 personnes, un orchestre de 100 musiciens, 70 musiciens, puis là, on arrive à un moment, là, puis ça joue 3P, le pianissimo. On dit, nous, dans notre métier, qu'on a parlé avec les anges à ce moment-là. Donc, c'est ce qui fait que les arts, c'est magique. Pourquoi que quand on voit une peinture au musée du Louvre, on a un sentiment inexplicable. Ça s'explique pas. C'est quoi? C'est-tu de l'amour? C'est-tu de l'appréciation? C'est-tu de l'extase? On n'en revient pas. Je suis allé cet été à Rome. Moi, j'ai visité des églises à Rome qui sont des musées, dans le fond, parce que tu regardes au plafond, c'est des peintures de Michel-Ange, de tous les peintres connus de l'époque, où pendant des siècles, la chapelle Sixtine au Vatican, des statues dans la rue, les fontaines dans la rue, c'était sculpté par des... Tu regardes ça, c'est là depuis 300 ans, t'en reviens pas, mais tu n'es pas capable d'exprimer ce que tu ressens, ça n'a pas de... C'est pas descriptif, c'est ça les arts. Tu vis quelque chose de spécial, un moment magique, puis tu sais pas qu'est-ce qui se passe, tu n'es pas capable d'exprimer. C'est pour ça qu'on va à des concerts, qu'on aime aller voir des concerts. Là, on vient de trouver un nom, l'art vivant, à cause du COVID. Sur le web, on vient de s'apercevoir que ça ne marche pas. Que cet effet-là ne marche pas. Ce sentiment-là ne passe pas entre la caméra et puis l'ordinateur. Il faut être sur place
pour que ce soit un art vivant, pour le vivre, c'est quoi cette émotion-là qui vient de se passer sur scène. Donc, c'est pour ça qu'on va au concert, c'est pour ça qu'on va voir un musée, c'est pour ça qu'on va voir une troupe de danse, c'est pour ça qu'on va au ballet ou à l'orchestre ou à l'opéra. Donc, voilà. Puis en parlant d'émotion, quand c'est terminé, Oui. est-ce que là, vous sentez, je sais pas moi, vous avez les applaudissements, le public, est-ce que ça doit être quelque chose qui, la petite tape sur l'épaule qui dit... Bien, il faut faire attention. Les applaudissements, quand on est professionnel, quand on est musicien professionnel, on veut atteindre un certain niveau. T'sais. Pour nous, ce qui est acceptable, souvent, pour des gens qui connaissent plus ou moins la musique, ils vont se contenter de beaucoup moins. T'sais, ils vont reconnaître la chanson, puis eux, s'il y a eu une fausse note dans les trompettes ou un accord qui n'a pas tout à fait arrivé au bon endroit, beaucoup de gens s'en aperçoivent même pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas aller au concert à cause de ça. Ils aiment ça, ce qu'ils entendent. Ils passent un bon moment. Ils adorent ça. Ils veulent comprendre ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de problème. C'est correct. Mais quand on est professionnel, ce qu'on regarde après le concert, c'est ce qu'on a manqué. Moi, dans mon cas, c'est ça. Ben oui, je regarde, bon, OK, aussi qu'on s'est trompé. À quel endroit que je me suis trompé? À quelle erreur j'ai faite? Comment ça se fait que je me suis trompé? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qui s'est trompé, là? Est-ce que c'est moi? C'est-tu le musicien? Est-ce que c'était bien écrit? Est-ce que l'arrangement était bien fait? Est-ce que j'ai suivi le soliste comme il faut? Donc, on se remet beaucoup en question après l'événement. Moi, on a fait un concert la semaine passée, une symphonie de Mahler. Très difficile à jouer, très difficile à jouer. Quand un orchestre joue une symphonie de Mahler, c'est un événement dans l'orchestre, dans la ville, habituellement, partout. Bon, ben ça fait à peu près 8 fois que j'écoute le concert au complet pour essayer de trouver là, les bouts où ça n'a pas trop fonctionné, puis le prochain coup, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux. Donc, c'est sûr qu'on est content quand les gens sont contents, parce qu'on veut, c'est un divertissement, tout d'abord, on veut faire plaisir aux gens, on veut qu'ils reviennent. Puis, s'ils aiment ce qu'on fait, bon, on a atteint notre but un peu. Mais pour que ce soit acceptable de niveau professionnel et surtout respecté par le monde de la musique, puis nos confrères ou nos pairs dans le monde de la musique, ceux qui disent, ben, mettons, moi, si je dis, OK, un tel chef, lui, il est bon, il a bien fait son travail, ça, c'est important pour moi. C'est quand les collègues disent des choses comme ça, ou le milieu musical va dire, ben là, on donne une médaille à telle personne parce que, justement, Charles-Richard Hamelin, là, qui est un pianiste lanaudois, qui vient de gagner la plus haute distinction culturelle au Québec, donnée par l'Assemblée nationale, là. Le prix de Denise Desjardins, pas Desjardins, mais en tout cas, il y a un prix, là, en tout cas, il vient de recevoir ça, là. Donc, c'est la plus haute distinction au Québec qu'on peut recevoir. J'avais l'habitude de diriger à Ottawa, chaque année, le prix du gouverneur général, les prix pour les arts de la scène du gouverneur général. Donc ça, c'est à travers le Canada. Il y avait 7-8 prix qui se donnaient dans le théâtre, la musique, la danse, l'audiovisuel, le film, etc. Puis là, chaque année, on choisissait quelqu'un assez âgé, qui avait fait une carrière. On le reconnaissait, non seulement lui, mais on reconnaissait sa carrière au complet, en lui donnant le prix du gouverneur général. Et puis, je suis aussi membre à l'occasion de certains jurys. Et puis l'an passé, j'étais sur le jury du plus haut prix qui existe au Canada, donc un des concours. Donc à ce moment-là, on reçoit chez nous des CV. J'avais 2 livres, là, à peu près ça d'épais, une 50aine d'artistes de toutes sortes, canadiens. Et puis là, il faut en choisir 3 là-dedans. 2 sûrs, puis 1 peut-être. Puis là, ben, ces 3-là sont proposés à un autre jury un peu plus haut. Puis ben, après ça, donc... oui, c'est le fun que les gens applaudissent à la fin, puis qu'on revient saluer, puis que quand les gens nous accrochent, puis nous disent « Hey, c'était beau le concert », puis ça nous fait plaisir, c'est sûr, il n'y a pas de doute. Mais quand on regarde ce qu'on fait, là, puis là, qu'on dit « OK, là, je pense que j'ai fait un beau travail, je pense que ça a bien sonné, je suis content de moi », ça, c'est important pour moi. Bien, une dernière question. Vu que vous êtes une famille de 4 musiciens, vous êtes comme vous êtes le maestro. Fait que dans le fond, vous êtes là pour parler avec votre épouse et vos enfants. Est-ce que c'est difficile d'avoir autant d'autorité?
C'est pas d'autorité parentale, mais c'est une autorité... Dans l'orchestre, moi je suis le chef, mais il y a Hélène, le violon solo, qui est un poste très important. Le violon solo, c'est elle qui fait le lien entre les musiciens et le chef. À une certaine époque, le violon solo, c'était le représentant du syndicat aussi de l'orchestre. C'est plus ça maintenant, mais elle ne fait pas juste marquer les coups d'archet. Tout le monde tire ensemble, puis tout le monde pousse ensemble. C'est son rôle, ça aussi, mais elle peut argumenter avec le chef sur certains dossiers, sur certaines indications musicales, ou demander des précisions, ou pourquoi on fait ça, ou bon. Donc, elle a quand même une certaine autorité. Vis-à-vis les musiciens, souvent, le violon solo, c'est le meilleur musicien de l'orchestre. C'est lui qui joue en solo souvent devant l'orchestre, en plus d'être violon solo de l'orchestre. Donc, elle a un certain pouvoir dans l'orchestre vis-à-vis ses collègues. Souvent, les musiciens vont aimer beaucoup le violon solo parce que, justement, le violon solo va chercher à défendre les musiciens quand il arrive un problème avec le chef. Mais elle va aussi dire aux musiciens, non, là, je pense que ça fait 4 fois qu'il dit, là, réveillez-vous, là, il a raison, il faut suivre, on n'est pas avec lui. Donc, elle est le tampon entre le chef et les musiciens. Ensuite, ma belle-sœur est la chef d'attaque des violoncelles. Donc, elle a la responsabilité des violoncelles. Donc, elle a quand même une autorité, elle aussi. Puis sur le côté droit de l'orchestre, violoncelle, contrebasse. Ma fille, elle travaille dans le bureau. Elle est agent de bureau, donc ce qui touche l'organisation des concerts, elle a une certaine latitude aussi. Mais c'est sûr que c'est moi qui décide vers quoi on va en bout de ligne à la fin, quelle décision qu'on prend. Mais ça a été ça toute ma vie. Mon grand-père, dans l'harmonie à Sorel, était le chef, mais moi, j'étais dans l'harmonie. Mon père jouait le saxophone, ma mère jouait la clarinette basse, ma soeur jouait la flûte, mon oncle jouait la trompette ou le timbale. J'avais des cousins qui jouaient la clarinette ou un autre instrument. Donc, on a toujours été dans ce contexte-là de famille avec quelqu'un dans la famille, soit mon grand-père ou moi, qui avait le dernier mot de la décision à prendre concernant beaucoup de sujets musicaux ou autres. Mais à cette heure, je vous dirais que ça a bien changé. Avant, il y a une certaine époque, il y avait Karajan, le chef de l'Orchestre symphonique de Berlin, et puis il y avait Dieu en dessous. C'est comme vous disiez tantôt, dans un autre domaine. Le chef d'orchestre était comme... tu ne pouvais pas répondre au chef d'orchestre. Il disait quelque chose, ça s'en allait par là. Et puis, il y a des chefs d'orchestre qui ont beaucoup avec Jacques Jarry aussi, qui n'étaient pas aussi bons que Karajan, mais voulaient prétendre autant, et puis dépassaient les heures de répétition, puis les musiciens n'étaient pas payés, et puis tout ça. Ça a beaucoup changé. Maintenant, c'est mieux structuré. On respecte beaucoup. En fait, on essaie de respecter le plus possible les musiciens qui sont devant nous, parce que c'est pas facile d'être musicien. Ça prend de longues études. Former un musicien, c'est plus long que former un docteur. Quand on commence à jouer du violon à l'âge de 4 ans, on termine ses études dans le violon ou dans un autre instrument à l'âge de 24-25 ans. Puis après ça, on commence à faire un travail professionnel, mais on doit pratiquer tous les jours 2-3 heures pour garder la forme. Les gens n'ont pas besoin d'étudier à tous les jours 3 heures pour faire leur travail, que ce soit un comptable ou un médecin ou un... Oui, il y a des stages de perfectionnement ici et là, ils doivent garder la forme, puis se tenir à date. Mais le musicien qui arrête de jouer son instrument pendant une semaine, c'est comme un Olympien. Un Olympien, c'est tous les jours, 7 jours semaine, pendant 4 ans, 8 ans, 12 ans, pour qu'il puisse faire les Olympiques. Donc, c'est très difficile d'être musicien. Donc, quand on sait ça, puis qu'on a été nous-mêmes musiciens dans l'orchestre avant d'être chef, on essaie des fois d'y aller de façon le plus délicatement possible. Mais comme vous savez, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et puis, c'est jamais facile, même si on prend des gants blancs, de dire à quelqu'un « tu t'es trompé, puis c'est pas comme ça, il faut que ce soit, c'est comme ça qu'on va jouer ». Ou de demander à quelqu'un de ne plus faire ça, ou de plus dire ça de cette façon-là. C'est difficile. Les gens puis je me mets dans leur peau, je les comprends. C'est très difficile à accepter aussi, à se faire dire ça. Tu sais, à des adultes de 20, 30, 40, 50, 60 ans. Vous avez plusieurs chapeaux. Ouais. Vous êtes maestro, vous êtes l'amoureux, vous êtes le papa, vous êtes un ami. Le directeur général. Vous êtes directeur général, mais beaucoup. Ouais. Quand j'ai commencé ma carrière, j'avais 16 ans et tout mon orchestre était plus vieux que moi. J'étais le plus jeune. Et ça faisait des drôles de situations, parce que des fois, je me choquais vraiment, là, choqué noir. Là.
Puis là, les gars disaient plus un mot. Personne ne parlait. Et il y avait quand même une forme de respect vis-à-vis ce que je représentais plus que ce que j'étais. Mais puis à cette époque-là, ça pouvait passer, mais aujourd'hui, ça passe plus. Il faut faire attention. J'ai un tempérament fougueux et à l'occasion, là, j'étais un taureau aux joies rouges. Mais dès que je suis revenu rosé, ou plus pâle que rouge vin, je suis le premier à le regretter puis à m'excuser, mais le mal est fait souvent. Mais leader aussi, c'est pas facile. De nos jours, avec la COVID, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Les gens disent que c'est pas facile d'être un employé, mais c'est pas facile d'être un patron présentement. Mais bon, il faut être de son temps. Bien, je vous remercie, M. Maestro Laforêt, puis au plaisir de vous voir et de vous entendre dans la région Lanaudière. Et je souhaite que les régions tout près puissent quand même avoir accès pour avoir la Symphonia dans notre région. Ben oui, prenez une chance. Ceux qui hésitent, prenez une chance. Venez nous écouter une fois ou deux. Je vais inviter tous les maires de nos régions à écouter, peut-être avoir notre entrevue, et ce serait tellement intéressant. Puis merci beaucoup de faire rayonner la culture. Lanaudière, c'est une région très culturelle. Oui. Père Lindsay avait dit que la musique a fait son nid dans Lanaudière, hein, avec le festival, mais il n'y a pas que le festival. Il y a le camp musical, il y a les chorales, il y a l'orchestre des jeunes, il y a des festivals, il y a la Symphonia, il y a le Quatuor Claudel Canimex, qu'on n'a pas parlé malheureusement. Oh, ben non, mais on pourrait peut-être en parler un petit peu, si vous voulez. Le Quatuor Claudel Canimex, j'aimerais ça en parler un petit peu parce que quand j'ai fondé la Symphonia, c'était les 4 premières chaises des 4 sections de l'orchestre. Donc, mon épouse, Hélène Marcil, Isabelle Gervais, Annie Parent, qui vient de Joliette, qui est une famille de musiciens, aussi beaucoup de musiciens dans la famille, et Chantal au violoncelle. Donc, eux, ils ont un quatuor qui s'appelle le Quatuor Claudel Canimex. Claudel pour la peintre et la sculpteur, Claudel, et Canimex parce que M. Roger Dubois de Drummondville, qui a une compagnie qui s'appelle Canimex, c'est de l'import-export canadien, Canimex. C'est un amoureux de la musique et il achète des instruments de grande valeur. Donc, il achète des Stradivarius, des pianos, des orgues, toutes sortes d'instruments. Et il les prête aux musiciens québécois. Donc, le quatuor joue sur 4 Stradivarius de valeur inestimable. On parle de millions de dollars, là, plusieurs fois. Donc, le quatuor joue sur ces instruments-là. Et le quatuor Claudel Canimex est le plus vieux quatuor au Québec présentement. Je pense que ça fait 29 ans que ça fonctionne, 30 ans, je sais pas. Et ils ont beaucoup d'enregistrements de fait. Et puis là, il y a un beau concert qui s'en vient avec Mylène Paquette, celle qui a traversé l'océan à la rame. Écoutez, et elle va venir nous parler de cette expérience-là. Et puis, eux, ils vont jouer de la musique, ils vont avoir des images et tout ça. Donc, ça se passe ici à l'Assomption. Sur le site du Quatuor Claudel ou de la Symphonia, vous pouvez voir aussi là, toutes les informations, puis les dates surtout. Et puis, le Quatuor Claudel, on est très proche de la Symphonia. Nous, on les aide un petit peu administrativement. Et puis, eux, c'est une identité unique. C'est pas la Symphonia, c'est leur chose à eux, mais on leur donne un petit coup de main pour l'administration. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup. De toute façon, on va ajouter toute la programmation pour les gens qui sont intéressés. Et merci encore une fois. Merci bien.